Mes chers collègues, nous reprenons donc aujourd'hui les auditions de notre commission d'enquête sur l'impact économique et financier de la pollution de l'air. La commission d'enquête a souhaité que notre réunion d'aujourd'hui soit ouverte au public et à la presse. Un compte-rendu en sera publié avec le rapport. J'attire l'attention du public sur le fait qu'il est tenu d'assister à cette audition en silence. Toute personne qui troublerait les débats, par exemple en donnant des marques d'approbation ou d'improbation, sera exclue. J'en viens donc à notre réunion. Nous commencions par l'audition du professeur Franceline Marano, vice-présidente de la commission risques liés à l'environnement, du Haut Conseil de la santé publique, et de Madame Kiran Ramgolan, conseillère scientifique à la CSRE. C'est en tant qu'experte de l'impact de la pollution de l'air sur la santé que nous avons sollicité Mesdames Marano et Rangolam afin de savoir exactement quels sont les polluants de l'air qui ont un impact sur la santé humaine, comment ils agissent ou interagissent ou s'il y a un consensus sur la part des pathologies attribuables à la pollution de l'air. Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, demander au professeur Marano et à Madame Rangolan de prêter serment. Je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Madame Franceline Marano, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je jure que je ne dirai que la vérité que je connais, c'est-à-dire, forcément, c'est toujours une vérité qui peut évoluer. Hein, vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, ça suffira. Ça suffit. Madame Kiran Rangolan, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Mesdames, à la suite de votre exposé introductif, je me permettrai, j'attends que mon collègue qui devrait arriver cessamment puissions poser des questions. Dans l'intervalle, je vous invite à nous faire votre exposé. Je me permettrai de vous poser des questions à l'issue de vos interventions respectives. Merci. Merci Madame la Présidente. Oui, j'ai prévu un petit diaporama donc explicatif à partir des questions que vous nous aviez envoyées, des 4 questions que vous nous aviez envoyées. Et pour commencer, je vais évoquer quelle est exactement la place du Haut Conseil de santé publique auquel j'appartiens en tant que personnalité qualifiée. Par rapport aux agences que vous avez déjà rencontrées, c'est-à-dire en particulier l'ANSES, l'Institut de veille sanitaire, et ainsi que des instituts comme l'INERIS, que vous avez également rencontrés. Voilà, parce que ça n'est pas toujours évident, quand on ne baigne pas dans ce milieu, de savoir qui fait quoi. Je pense que c'est quelque chose d'utile. Alors, en fait, le Haut Conseil de santé publique a été créé par la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004. C'est une instance d'expertise sur toutes les questions qui sont relatives à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé. Donc, c'est très large. Il peut être consulté par les ministres, les présidents des commissions compétentes du Parlement. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le président de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques. Et d'ailleurs, une des fonctions importantes du Haut Conseil de santé publique, c'est l'évaluation des plans de santé publique. Donc, il y a toute une part de nos activités porte là-dessus. Et dans la commission à laquelle j'appartiens, qui est la commission qui est l'évaluation de l'impact de l'environnement sur la santé, nous évaluons par exemple le plan national santé-environnement. Et nous avons évalué le plan national santé-environnement 2 l'année dernière. Alors, les missions du HCSP, c'est contribuer à la définition des objectifs pluriannuels de santé publique, évaluer la réalisation de ces objectifs nationaux de santé publique et contribuer à leur suivi annuel, fournir au pouvoir public l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires, évaluer donc les politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire et fournir au pouvoir public des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique. Alors, il y a 6 commissions et 2 comités techniques. La commission des maladies transmissibles, des maladies chroniques, avec le comité technique des vaccinations dont on parle beaucoup ces derniers temps,
comité des maladies liées au voyage et maladies d'importation. La commission à laquelle j'appartiens, donc risques liés à l'environnement, et je suis coprésidente de cette commission, le professeur Denis Miro étant le président. La sécurité des patients, prévention, éducation, promotion de la santé, évaluation, stratégie et prospective. Alors, dans la commission qu'on appelle CSRE, donc commission spécialisée risques liés à l'environnement, nous sommes 19 personnalités qualifiées, donc des experts, donc essentiellement des experts du secteur public, hein, et beaucoup d'universitaires, bien évidemment, avec des profils diversifiés, hein, donc, qui vont de la toxicologie que je représente dans cette commission jusqu'à l'évaluation de risque et donc les aspects socio-économiques pour malheureusement trop peu de gens, parce qu'on a du mal à trouver en fait en France des experts dans ce domaine. C'est un problème, et je l'évoque parce que votre commission, votre expertise doit aller dans ce sens, et c'est difficile d'avoir donc des experts vraiment qualifiés, des chercheurs vraiment qualifiés en France dans ces domaines-là. Il y a en plus 4 membres de droit. L'Institut de veille sanitaire, il est représenté d'ailleurs, il est représenté par Agnès Lefranc, que vous avez déjà rencontré, l'ANSES, l'INRS et... non, c'est l'IRSN, pas l'INRS, l'IRSN, donc il y a une erreur là. Et l'INCa, l'Institut donc, du cancer. Donc, les missions de la CSRE, c'est l'expertise d'aide à la gestion des expositions liées à l'environnement. Alors, pollution de l'air extérieur et de l'air intérieur, amiante, plomb, niveau sonore élevé, etc. Donc, ce sont des missions très larges, hein, tout ce qui touche donc, les impacts de l'environnement sur la santé. Des avis sur les textes réglementaires, les projets d'arrêté, de décret en matière d'environnement général, et donc une implication dans l'évaluation des politiques publiques, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, en particulier donc, du plan national santé-environnement. Le plan national santé-environnement 3 vient de démarrer. J'ai participé, comme ça a été évoqué tout à l'heure par vous, à son élaboration, mais pas au titre du Haut Conseil de santé publique. C'était en fait en tant que personnalité qualifiée, en tant que professeur d'université. Et donc, nous faisons attention à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts dans les évaluations. Et je n'ai pas participé, par contre, à l'élaboration, enfin disons, à l'évaluation du PNSE2 parce que j'avais présidé le groupe de travail sur le suivi, enfin le groupe de suivi concernant les risques émergents pour le PNSE2. Donc, nous sommes très vigilants à ce qu'il n'y ait pas, donc, à la fois, si vous voulez, une implication dans la gouvernance d'un plan, par exemple, pour le PNSE2, ou pour le PNSE3, où je reprends à nouveau donc, la présidence d'un groupe de suivi et l'évaluation de ce plan. Donc ça, alors, la commission, la CSRE, malgré tout, a été sollicitée par une saisine qui vient d'arriver concernant des indicateurs d'objectifs et des indicateurs d'efficacité des actions pour le PNSE3. La saisine donc a été proposée par le ministère de la Santé et le ministère de l'Écologie conjoint. Donc, ça inclut en particulier les questions que vous vous posez sur la pollution de l'air. Pollution de l'air extérieur, pollution de l'air intérieur. Bien, alors, les questions que vous avez posées aujourd'hui, après cette introduction brève sur le rôle du HCSP, donc, portent sur les 4 points que vous voyez apparaître. Quels sont les polluants présents dans l'air et quelle est leur origine? Comment évoluent les recherches sur l'identification des polluants? Que sait-on de l'effet cocktail des polluants de l'air sur la santé? Quel est le seuil des pathologies ORL, cardiaques et cancer principalement attribuables à la pollution de l'air? Ces seuils sont-ils généralement admis? Alors, les 3 premières questions, pour moi, elles sont bien claires. La dernière m'a posé problème, c'est pourquoi j'ai donc appelé votre attaché parlementaire ce matin,
parce que je ne la comprenais pas trop. Pour moi, ce serait plutôt, si je la reformulais, quelle est la part attribuable des pathologies, ORL, cardiaque et cancer principalement, qui pourrait être attribuable à la pollution, c'est-à-dire ce que font les épidémiologistes quand ils font des études sur donc la part attribuable de tel impact environnemental sur la santé. Le problème, c'est que pour les différentes pathologies que vous évoquiez, les études épidémiologiques et les études concernant justement la part attribuable qui sont faites essentiellement en France par l'Institut de veille sanitaire portent sur la mortalité et donc pas sur la morbidité à proprement parler. Et je ne pourrais pas vous répondre très précisément sur ces aspects-là. Je pense que vous avez vu de toute façon Agnès Lefranc, qui est la directrice de la commission, plutôt du département d'évaluation des risques environnementaux sur la santé à l'Institut de veille sanitaire, et je pense qu'elle vous a présenté les données qui ont été obtenues ces dernières années par l'Institut de veille sanitaire, seul en France ou bien en association avec des homologues au niveau européen, puisqu'ils ont coordonné à l'Institut de veille sanitaire l'étude AFECOM dont on a dû vous parler, j'imagine. Alors, je vais moi surtout vous répondre dans la mesure du possible aux 3 premières questions. J'évoquerai malgré tout les pathologies, mais vu sous un angle qui correspond à mon domaine de compétence, c'est-à-dire la toxicologie et l'étude des mécanismes d'action de ces polluants environnementaux. Alors, donc les pollutions atmosphériques, très brièvement, parce que vous avez déjà eu des auditions sur ces points-là, vous savez qu'il y en a d'origine naturelle, bien évidemment, en particulier les pollutions qui sont associées aux éruptions volcaniques, on en a parlé encore récemment, il y a, mais c'est celle-là qui nous intéresse en priorité, les pollutions dites anthropiques d'origine humaine, dans les zones urbaines et industrielles essentiellement, mais qui peuvent avoir des effets planétaires parce qu'il y a bien sûr des transports qui se font dans l'air, mais mes collègues spécialistes de ces domaines-là vous ont expliqué cela beaucoup mieux que je ne le ferai, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Alors, il y a les pollutions environnementales, de la pollution atmosphérique de l'air extérieur, bien évidemment, et puis il y a la pollution des espaces clos. Il y a des échanges, bien évidemment, entre les deux. Et donc, ces échanges sont importants à prendre en considération si on veut avoir une idée du coût sanitaire de ces différents polluants. Alors, dans les sources anthropiques qui nous intéressent principalement, donc, il y a celles qui sont associées aux combustions, les foyers fixes de combustion, centrales thermiques, chauffage. Et puis, bien sûr, le trafic automobile, qui est celui qui est ciblé de façon importante, mais qui est bien loin d'être le seul impliqué dans cette pollution associée aux combustions. Et les effets qui sont associés à certaines périodes de l'année, dans certaines régions en France, à la combustion du bois, sont à prendre en considération sérieusement. On ne peut pas dire que la fraction particulière, fine en particulier, des particules atmosphériques n'est associée qu'au transport. Il y a bien sûr les sources industrielles dans certaines régions. Il y a aussi ces sources-là qui sont associées au chauffage au bois. Et c'est pourquoi, en particulier, l'ADEME pousse dans les régions où on utilise le bois comme une source importante, qui est tout à fait, d'ailleurs, c'est tout à fait raisonnable, bien évidemment, surtout donc, si on considère le développement durable et le fait que ces sources donc sont renouvelables, eh bien, il faut quand même en prendre en considération qu'elles participent à une fraction non négligeable de la pollution particulière, plus spécifiquement, et des particules fines qui nous intéressent. Alors, le trafic automobile, bien évidemment, en particulier les véhicules diesel, mais aussi les véhicules à essence qui émettent aussi des polluants. Alors, les polluants dits réglementés, vous les connaissez déjà. Donc, il y a les oxydes d'azote, NO et NO2.
Donc les composés organiques volatiles, hein, dont des hydrocarbures, le CO, le dioxyde de soufre, les particules, hein, donc, qui sont des polluants réglementés. Bon, pour les procédés industriels, les polluants qui posent le plus de problèmes, ce sont ceux qui sont surtout d'origine métallique, hein, tels que les métaux comme le plomb, le fluor. Il y a aussi, on a parlé beaucoup à un certain moment de la dioxine, qui maintenant est quand même extrêmement réglementée, mais qui peut parfois encore poser des problèmes. Et donc, vous avez aussi tous les polluants dits secondaires ou associés à l'évaporation. Par exemple, pour le stockage et la distribution des carburants, vous avez une évaporation qui peut se faire auprès des stations à essence. Et donc, il peut y avoir un problème de pollution atmosphérique associé à cela. Vous avez les composés organiques volatiles, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, il y a toutes ces réactions qui se passent dans l'atmosphère et qui sont des réactions, donc des polluants dits secondaires, en particulier l'ozone, bien sûr, mais d'autres également, comme certaines aldéhydes. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé ces dernières années de la problématique des particules atmosphériques. Parce que, effectivement, les études épidémiologiques montraient que si on considérait la relation entre pathologie respiratoire, pathologie cardiovasculaire et également cancer, puisqu'il y a des études qui ont montré l'incidence de la pollution atmosphérique sur les cancers, en particulier cancers pulmonaires, eh bien, ce qui sortait en priorité, ça n'était pas, bien sûr, le seul polluant associé, mais ce qui sortait en priorité, c'était l'association avec, disons, les particules atmosphériques, et en particulier les particules atmosphériques fines. Alors, sur cette image que j'ai reprise d'Airparif, on voit que ces particules atmosphériques sont en fait très complexes. Hein. C'est en fait l'aérosol urbain est composé d'un ensemble de particules associées au gaz, hein, donc ça fait en fait, si vous voulez, un peu comme une soupe, hein, qui est particulièrement complexe. Vous avez des particules donc d'origine naturelle qui peuvent être, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, associées à des éruptions volcaniques, mais aussi il y a les particules qui proviennent de l'océan, hein, qui sont des particules salines. Vous avez des particules qui sont émises par les végétaux, hein, des composés organiques volatiles, qu'on va retrouver aussi et qui vont ensuite reformer des particules dans l'atmosphère. Et puis, vous avez tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure concernant l'origine anthropique des particules. Et puis, vous avez ce qui est remis en suspension aussi. Donc, quelque chose de très complexe. Et c'est en fait ce que nous respirons, en fait, c'est ce mélange, hein, cet aérosol qui est constitué à la fois de particules et de ces composés, gazeux, et qui vont interagir avec nos poumons, nos voies respiratoires, et c'est ça qui va être bien sûr à l'origine des pathologies. Alors, en fait, ce qui est apparu très rapidement quand on a, et je n'évoquerai pas les études épidémiologiques puisque vous les avez déjà vues présenter largement, hein, ce qui est apparu quand on a décelé que les études épidémiologiques mettaient en relation de façon claire cette pollution atmosphérique avec des pathologies, morbidité respiratoire, donc l'asthme, l'augmentation de crises d'asthme quand il y a des pics de pollution, augmentation aussi, manifestation bronchique chez les gens qui ont des pathologies comme la bronchite chronique. Et puis également, et ça a été beaucoup plus surprenant pour les experts du domaine, les scientifiques du domaine, l'association avec l'augmentation de maladies cardiovasculaires et des infarctus du myocarde. Tout cela, ça a été constaté à travers les études épidémiologiques. Donc, on a demandé aux toxicologues de donner des explications.
Et les explications ont été données à partir, je dirais, des années 80. Les études ont commencé à se développer dans les années 80-85. Les toxicologues qui ont été sollicités pour de telles études, et nous faisions partie dans mon laboratoire de ces toxicologues, c'était ceux qui avaient travaillé déjà sur d'autres types de polluants atmosphériques, par exemple de la silice, de l'amiante, donc qui avaient déjà une approche et une connaissance de l'impact des polluants atmosphériques. Et plutôt en milieu industriel, plutôt donc en milieu de travail. Et ensuite, les techniques qui avaient été développées pour ce type d'approche ont été utilisées pour la compréhension des mécanismes associés à la pollution atmosphérique et en particulier donc la pollution d'abord bien sûr environnementale, puis ensuite en milieu intérieur. Alors, ce qui apparaît, c'est que les polluants pénètrent dans l'appareil respiratoire et en fonction de leurs propriétés physico-chimiques, ils vont se déposer dans l'appareil respiratoire à différents niveaux. Si on prend donc les 3 niveaux que j'ai là, que vous voyez sur cette diapositive, le niveau supérieur nasopharyngé, là, pour les gaz, ça va être essentiellement les vapeurs d'acide qui vont se déposer. On a, pendant toute une période, eu une grosse problématique toxicologique associée aux pluies acides sur les végétaux, mais qui était aussi associée à donc, des effets sur la santé. Et donc, c'est... Dans les années 50, c'est ce qui a été à l'origine de ce qu'on a pu observer, par exemple, à Londres. On vous avait certainement présenté cette semaine catastrophique qui a duré en fait beaucoup plus dans le temps pour les pathologies qui se sont ensuite déclarées, où il y a eu un pic de pollution très important associé à de la morbidité, mais aussi surtout de la mortalité respiratoire. Et vraisemblablement cardiovasculaire, on s'en est rendu compte plus tard. Donc ça, c'était surtout la présence de dioxyde de soufre dans l'atmosphère qui était la cause avec ce qu'on a appelé les fumées noires. Maintenant, la question du dioxyde de soufre est quasiment résolue. Donc il n'y a plus, ça n'est plus considéré, sauf dans certaines régions du monde où ça continue à être un polluant important. En France, on considère que cette problématique a été résolue à travers toutes les réglementations de plus en plus strictes, en particulier sur les véhicules à essence et surtout sur la production industrielle, donc les échappements industriels. Alors, les autres gaz qui posent problème et qui vont se déposer plus long, donc là, il y a le dioxyde de soufre et les vapeurs acides se déposent très haut dans l'appareil respiratoire parce que c'est très soluble dans l'eau, le dioxyde de soufre. Alors, pour les autres gaz comme l'ozone et les oxydes d'azote, ils sont très peu solubles et ils descendent jusqu'au niveau des alvéoles. Donc là, on va avoir, en fait, si vous voulez, un impact qui va se passer tout le long des voies respiratoires jusqu'au niveau alvéolaire, où se font les échanges gazeux. Et c'est pour ça que ces polluants gazeux sont considérés actuellement comme devant être suivis de façon rigoureuse parce qu'ils sont encore trop peu, disons, leur diminution au cours des 30 dernières années n'a pas été suffisante. Et on voit depuis 10 ans que, en fait, en particulier pour l'ozone, enfin pour ces deux gaz, ozone, dioxyde d'azote, on arrive à un plateau, on n'arrive pas à descendre en ce qui concerne ces niveaux de pollution actuellement. Bien sûr, en niveau moyen dans l'atmosphère, c'est-à-dire en moyenne sur l'année. Donc, il continue à poser problème, alors que le dioxyde de soufre, lui, ne pose plus réellement de problème. Et en particulier, donc, puisqu'ils sont capables de descendre jusqu'au niveau alvéolaire. Alors, en ce qui concerne les particules, elles vont se répartir dans l'appareil respiratoire en fonction de leur taille. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ces différentes fractions particulières. Effectivement, elles ont des tailles très variées en fonction des sources. Et
les plus grosses, celles qui sont associées en particulier à, disons, à l'usure, par exemple l'usure de la route, l'usure des bâtiments, eh bien, donc elles sont leur diamètre se situe entre 5 et 30 micromètres. Elles vont rester au niveau du nez et elles ne posent réellement de problème qu'au niveau du nez. Et c'est aussi en général la taille des particules d'origine biologique, par exemple les grains de pollen, ou bien, qui sont même plus gros, ou bien les moisissures qu'on peut retrouver aussi dans l'atmosphère. Hein. Par contre, les bactéries, elles rentrent beaucoup plus profond dans le poumon. Elles ont des tailles plus petites. Alors, les particules qui posent réellement problème, ce sont celles qui sont dites fines et ultra fines, c'est-à-dire la fraction particulaire, qui est d'ailleurs mesurée maintenant par les réseaux de surveillance de la qualité de l'air, et qui est dite PM2,5. Hein. Les mesures qui sont réalisées par les réseaux de surveillance de la qualité de l'air, ce sont les PM10, hein, dont le diamètre est égal ou inférieur à 10 micromètres, et les PM2,5, particules fines, donc au-dessous de 2,5 microns. Et dans cette fraction, vous allez retrouver les particules dites ultra fines. Et les particules qui sont associées à l'incinération, ce sont des particules fines et ultra fines. Les particules diesel, ce sont des particules fines et ultra fines. Les particules qui sont associées à la combustion du bois, particules fines et ultra fines. Les particules qui sont associées aussi aux usines d'incinération de déchets, hein, eh bien, on les retrouve aussi dans cette fraction. Or, c'est la fraction qui va rentrer le plus profond au niveau des poumons. Ça, c'est le point important. Alors, on a des systèmes de protection. Le problème, c'est que ces systèmes de protection, qui sont les clairances, enfin, disons, qui vont nous permettre d'évacuer ces différents polluants, ils fonctionnent bien sur quelqu'un qui est en parfaite santé respiratoire, chez un adulte. Par contre, il y a des populations qui sont fragiles. Les jeunes enfants, bien évidemment, les bébés encore plus, parce que leur système n'est pas encore parfaitement bien mis en place. Et puis, bien sûr, les personnes qui ont des pathologies, asthme, bronchite chronique, et puis les personnes âgées qui vont avoir plus de difficultés à se protéger vis-à-vis de ces polluants. Donc, c'est pourquoi, dans les messages sanitaires, on cible certaines populations à cause de leur difficulté à évacuer ces polluants par les systèmes de protection qui permettent de les évacuer quand on est en parfaite santé respiratoire. Alors voilà, ça c'est l'appareil respiratoire, simplement pour vous illustrer, pour que peut-être vous n'êtes pas toujours bien familier avec cela, ces différentes régions que je viens d'évoquer. En violet, vous avez la sphère nasopharyngée, c'est là que s'arrêtent les grosses particules. En vert, c'est les voies dites de conduction de l'air, avec justement tous ces polluants qui peuvent descendre profondément. Et donc, c'est la trachée, les bronches, les bronchioles. Et en rose, vous avez la fraction alvéolaire où se situent les échanges. Et en fait, donc les systèmes de protection sont différents selon qu'on est au niveau des voies de conduction, où le système est très rapide. Donc, c'est un tapis roulant qui remonte les particules et les gaz aussi qui se dissolvent dans cette fraction de mucus. Et puis, au niveau alvéolaire, là, c'est beaucoup plus lent. Ce sont des cellules du système immunitaire qui interviennent, les macrophages alvéolaires, dont ça n'est pas la fonction de se débarrasser de ces particules. Ils sont là pour les bactéries, hein, pour en fait les germes, si vous voulez, qui peuvent descendre, mais avec des particules. C'est d'ailleurs toute la problématique de l'amiante, ça aussi. Donc avec les particules, ils ne savent pas trop quoi en faire et ils les absorbent, mais ensuite elles restent dans ces macrophages. Et c'est ça qui pose en fait aussi le problème au niveau alvéolaire. Et plus l'atmosphère est polluée, plus on a un risque de stagnation de ces particules au niveau alvéolaire. Et c'est donc là, simplement pour vous montrer ce que sont ces particules fines et ultra fines que j'évoquais, d'origine organique. Vous avez donc là un schéma sur la gauche d'une particule diesel,
hein. Donc, elle est constituée de nanoparticules qui forment des grappes. Et au centre, en violet, vous avez un cœur de carbone inorganique, peu réactif. Et en surface, vous avez des molécules organiques. Et dans ce sont les imbrûlés en fait du diesel. Et dans cette fraction organique, vous avez des molécules qui sont classées comme étant cancérigènes. En particulier, vous avez des hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont le benzoapyrène, dont on sait très bien qu'ils sont cancérigènes. Alors, ils sont en quantité faible dans cette... donc, bien sûr, mais malgré tout, si vous avez une atmosphère très polluée, et surtout si les particules ensuite ne sont pas éliminées correctement et qu'elles s'accumulent, eh bien, sur le long terme, vous pouvez très bien avoir un risque associé à la présence de cette fraction organique. Et donc, c'est une des raisons qui a, à travers des études épidémiologiques et des études toxicologiques, qui a donc conduit le Centre international de recherche sur le cancer et l'OMS à classer le diesel comme cancérigène certain. C'est la présence, en fait, donc sur le plan mécanistique, si vous voulez, l'existence dans cette fraction de particules de molécules qui sont des cancérigènes et qui peuvent ensuite induire, comme le fait la fumée de cigarette, des mécanismes qui peuvent conduire à la cancérisation. Alors, ça n'est pas sur tout le monde, bien évidemment, comme pour le tabac. Bien sûr, on inhale beaucoup moins que quand un fumeur, pendant des années, fume régulièrement un paquet de cigarettes par jour. Ça n'a pas à se comparer. Mais en fait, la composition n'est pas si différente que ça en termes avec l'existence de cette fraction de composés organiques qui se trouve donc dans la partie superficielle de ces particules qui forment des grappes. Alors vous avez sur la droite de la diapositive, pardon. Excusez-moi de vous interrompre par rapport justement à votre parallèle que vous faites par rapport au tabac. Est-ce que vous avez pu faire une étude éventuellement sur les personnes qui étaient surexposées, par exemple ceux qui travaillent dans les stations essence ou ceux qui vivent près de sources où il y a beaucoup de polluants, par exemple sur les policiers qui sont en faction devant des zones extrêmement polluées ou des travailleurs qui travaillent dans des souterrains quand ils sont pompistes. Est-ce que vous avez pu faire une étude là-dessus ou pas du tout? Alors, il y a des études épidémiologiques qui sont tout à fait claires sur ces populations-là. Et une étude qui a déterminé le changement de classement du diesel par donc le CIRC, c'est une étude sur des mineurs aux États-Unis, mineurs qui étaient exposés à des échappements diesel à l'intérieur des mines, et pour laquelle il y avait une augmentation de l'incidence du cancer du poumon nettement supérieure à une population témoin. Alors bien sûr, en tenant compte de tous les facteurs de confusion. Et c'est à travers toutes les études, bien sûr, qui avaient été publiées, dont des études précédentes qui avaient été aussi réalisées sur des pompistes, sur des comme vous le disiez, des policiers donc exposés de façon très importante dans des zones de circulation de trafic intense, donc des études qui allaient dans le même sens, plus les études toxicologiques qui ont amené ce classement, cancérigène certain. Alors c'est la même chose pour les particules atmosphériques. Vous voyez sur la droite des images qui ont été réalisées à Paris. Dans le cadre, c'était une station sur le bord de du périphérique, la station Auteuil, station d'Air-Parif, et donc c'est des études que nous avons réalisées au laboratoire. Il faut dire que les études toxicologiques sont en général faites toujours en collaboration avec des chimistes de l'atmosphère.
donc éventuellement aussi des cliniciens. Hein. Mais ce sont toujours des études collaboratives hein, qui rendent compte en fait des effets. Et dans le cadre de cette étude, en fait, il y avait à côté de l'étude toxicologique, il y avait une analyse très fine des fractions particulières qui étaient récupérées sur cette station. Et vous voyez, donc là c'est des particules atmosphériques. On voit qu'il y a le même type d'aspect que sur le schéma que vous voyez de particules diesel. J'aurais pu mettre une image de particules diesel. C'est donc très typiquement des particules qui sont associées au transport. Et là, c'est une étude qui a été réalisée il y a peut-être une de 8 ans, 7, 8, 10 ans, quelque chose comme ça. Je pense qu'on trouve exactement la même chose actuellement. Et vous voyez que en fait, donc il y avait entre 60 et 90% de suie, hein, donc ces particules dites PM2,5 associées au trafic ici dans cette étude. Alors ça a pu baisser un peu avec bien sûr l'évolution du parc diesel hein, depuis, mais on retrouve quand même le même type de particules quand on fait ce type d'observation actuellement. Alors, ce qui est intéressant aussi à prendre en considération, c'est que ces particules, elles se modifient. Quand elles sont émises donc à la sortie du pot d'échappement, telle que vous avez donc l'image de gauche, elles ont une composition qu'on peut déterminer de façon très précise. Hein, donc, ensuite, dans l'atmosphère, elles vont se modifier. Il va y avoir certains composés volatiles qui vont s'évaporer, et d'autres qui vont s'adsorber. En particulier, vous avez des composés organiques qui peuvent s'adsorber à la surface de ces particules, des fractions provenant des pollens, des fractions provenant des bactéries, de la paroi des bactéries ou des champignons, qui s'adsorbent sur les particules. À l'inverse, vous avez des particules qui peuvent venir se fixer sur les grains de pollen ou sur les spores de champignons. Et donc tout cela, c'est toute une modification qui se produit dans l'atmosphère. Et vous avez aussi donc des métaux qui peuvent s'absorber sur ces particules, de sorte que ce que nous inhalons, ça n'est pas la même chose que ce qui est émis par le véhicule ou par la station d'incinération. Alors, toujours sur les particules, donc il y a des caractéristiques des particules qui sont impliquées dans les effets biologiques. Et la recherche, puisqu'il y avait une question sur la recherche, hein, la recherche porte beaucoup actuellement sur justement l'identification des sources des particules. Voir, donc, en fonction des sources, est-ce qu'il y a des caractéristiques spécifiques qui pourraient permettre de savoir ensuite sur quoi il faut agir plus préférentiellement. Par exemple, il a été montré ces dernières années que pour les particules émises par donc le chauffage au bois, il y avait des molécules spécifiques qui servaient de marqueurs. Donc, l'un des volets de la recherche actuelle dans ce domaine des particules, c'est ça. Essayer de déterminer de façon plus précise quelles sont les sources à partir de marqueurs spécifiques, étant donné ces compositions complexes. Et le deuxième volet de recherche qui se développe de façon très importante et qui est encore très mal connu actuellement, c'est tout le domaine des particules secondaires. Ces particules secondaires qui se constituent dans l'atmosphère, c'est une fraction ultra fine que nous inhalons également. Elle est très difficile à mettre en évidence et il faut absolument qu'il y ait de meilleures connaissances sur cette fraction pour savoir quelle est sa composition, quelles sont les tailles de ces particules, hein, et ensuite quels sont leurs effets biologiques, parce qu'elles sont différentes des particules primaires que j'évoquais là tout à l'heure. Est-ce que vous sentez un intérêt particulier globalement des pouvoirs publics justement sur ce sujet ou pas? Est-ce que vous avez... Alors, pour toute cette question des financements de recherche dans ces domaines, j'ai beaucoup de choses à dire. Là. Première chose, c'est essentiellement le ministère de l'écologie qui a financé pendant des années, je dirais près de 20 ans, ces recherches sur la pollution atmosphérique. Dans un premier temps, c'était même avant la création de l'ANSES, donc de l'AFSE, puis ensuite de l'AFSET, puis l'ANSES.
Donc le programme de recherche dans ce domaine, enfin il y avait plusieurs programmes, mais dont un programme qui existe toujours, qui s'appelle PrimQual, donc le programme de recherche sur la qualité atmosphérique, de la qualité de l'air à l'échelle locale et moyenne. Et ce programme existe toujours. C'est lui d'ailleurs qui finance en partie les recherches sur la pollution dans l'air intérieur. Et à la création de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement, il y a un programme plus spécifiquement orienté sur les effets sanitaires des polluants environnementaux et de l'environnement, qui a été transféré donc à l'AFSE et qui existe toujours à l'ANSES. Par contre, l'ANR, au moment du Grenelle de l'environnement, des programmes spécifiques se sont mis en place, et en particulier sur ces questions, mais actuellement, ces programmes n'existent plus. Et ça, c'est un réel problème. Hein. Donc le fait que ces programmes n'existent plus de façon spécifique à l'ANR, qui a décidé une autre méthode de financement à partir d'appels d'offres larges, très larges, et où justement ces programmes de recherche plus donc orientés vers l'évaluation des risques sont moins bien pris en compte que des programmes plus fondamentaux. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on avait réussi à travers donc ces programmes de recherche à constituer une communauté française importante dans le domaine, mais elle peut très bien disparaître assez rapidement s'il n'y a plus de financement. Donc j'évoquais cette question des particules secondaires, hein, qui est importante. Alors ensuite, il y a toutes les études, là, oui, ça reprend ça sur donc la composition des particules qu'il faut avoir en tête. Alors cette composition varie de façon très importante en fonction du niveau, hein, enfin de la taille des particules. Alors sur le plan des mécanismes, que font ces polluants? Eh bien, ils provoquent dans l'appareil respiratoire essentiellement des mécanismes inflammatoires. On a dû vous le dire. Hein. Ces mécanismes inflammatoires sont associés à l'existence justement de la composition c'est lié à la composition de ces particules et c'est lié aussi au gaz, donc l'association gaz-particules. Les effets cocktails jouent un rôle très important dans les réponses qui vont apparaître avec un mécanisme que vous connaissez peut-être, qui est celui de l'émission de radicaux libres. Alors, ces radicaux libres peuvent être produits par des gaz comme l'ozone, hein, donc par des interactions entre le milieu biologique, parce qu'il faut voir qu'on est en milieu biologique, là, et l'ozone, les oxydes d'azote, mais aussi les particules. Et les trois types de pollution principaux, les trois polluants principaux qu'on inhale, hein, si on considère l'air extérieur, vont s'associer pour provoquer cette réponse, avec donc un effet qui va varier selon, bien sûr, la capacité des individus à réagir à ces polluants. Hein. Il y a des individus qui vont être plus aptes à donc se protéger vis-à-vis de ce stress oxydant, et d'autres qui le seront moins. Et donc, d'où cette problématique que j'évoquais des populations sensibles qu'il faut prendre en considération en priorité. Alors, tout cela, ça produit une réponse inflammatoire dans l'appareil respiratoire à tous les niveaux, hein, de l'appareil respiratoire. C'est quelque chose de très clair qui a été parfaitement bien mis en avant. Et cette réponse inflammatoire fait apparaître donc des signaux de l'inflammation, va aussi faire venir des cellules inflammatoires, et c'est ça qui va être à l'origine en fait donc sur le long terme, hein, parce que en fait c'est pas un effet ponctuel qui va être à l'origine de l'apparition de pathologie, c'est essentiellement l'effet chronique. On met on met en avant les pics de pollution actuellement. Pour nous, les experts, et ça a été dit par le Haut Conseil de santé publique, ce qu'il faut faire baisser, c'est la pollution de fond, globalement. Et des études qui ont été réalisées donc dans le cadre de la saisine que nous avons eue, en particulier sur la pollution particulière, montraient clairement qu'en diminuant la pollution de fond, de façon générale, on diminue aussi l'apparition des pics de pollution et le nombre de pics de pollution.
Alors, ce rôle de l'inflammation est bien connu dans la toxicologie des polluants atmosphériques, et en particulier des particules, hein, et c'est associé à l'asthme, à la bronchite chronique, aux maladies cardiovasculaires, hein, mais aussi c'est associé à l'évolution vers la maladie cancéreuse. Ça n'est pas donc là, l'inflammation ne va pas être à l'origine, c'est une réponse donc de protection, l'inflammation, mais quand elle est maintenue pendant longtemps par une pollution qui est donc récurrente, et surtout quand il y a une contamination, c'est le cas des particules, une contamination qui peut se faire pendant toutes des périodes très longues de la vie, eh bien ça peut conduire à des mécanismes associés par exemple à l'apparition de bronchite chronique ou de cancer. Et donc, c'est en ces termes qu'on peut dire qu'il y a bien une explication causale aux données épidémiologiques qui ont été observées à la fois sur les pathologies respiratoires, les pathologies cardiovasculaires et le cancer. Alors, il y a aussi donc, une hypothèse importante que je voulais évoquer, hein, qui a été donc, développée sur les particules ultrafines et les nanoparticules. C'est donc cette question des nanoparticules dont vous avez peut-être les nanoparticules manufacturées dont on vous a peut-être aussi parlé dans d'autres auditions. Je connais bien aussi ce domaine-là. Donc se pose réellement une problématique qui est assez proche de celle que j'évoque là sur les particules fines et ultra-fines de l'atmosphère, hein, dont les particules secondaires pour lesquelles il faut de la recherche. C'est le transfert de ces particules au niveau alvéolaire. J'évoquais qu'il pouvait y avoir des sédimentations et des stagnations donc, de ces particules à ce niveau-là. Eh bien, on sait à travers des études qui ont été réalisées sur des particules modèles, chez l'animal, mais aussi chez l'homme, hein, pas avec les particules atmosphériques. On n'a pas de données là-dessus, mais avec des particules modèles, par exemple des particules d'oxyde de titane, des particules d'or colloïdal, enfin des particules de silice, hein, donc de taille à peu près équivalente, mais pas de même composition. Hein. Je ne veux pas dire ce qui est... Eh bien, il a été montré qu'il y avait possibilité de passage de cette barrière. Et alors, à partir du moment... Donc, la barrière alvéolo-capillaire, c'est une barrière très mince, hein, qui permet les échanges entre l'extérieur, l'air que nous inhalons, et le milieu intérieur, et en particulier le sang, hein, donc dans les deux sens. Si vous avez des passages de particules à travers cette barrière mince vers le sang, ensuite, les particules vont circuler dans tout l'organisme et elles peuvent ensuite aller s'accumuler dans différents organes. Et une des explications, une des hypothèses hein, qu'on peut donner à l'association entre particules atmosphériques fines et ultra fines et maladies cardiovasculaires, c'est ce passage éventuel de la barrière qui peut ensuite, chez des gens qui ont des problèmes, hein, c'est pas là, c'est comme toujours, hein, ce n'est pas quelqu'un qui est en parfaite santé, a priori en tout cas, sauf s'il est exposé à des concentrations très élevées. Mais chez des gens qui ont des plaques d'athérome, par exemple, eh bien, vous pouvez avoir une déstabilisation associée à ce passage. Donc, dans les explications des pathologies cardiovasculaires associées donc, à la pollution atmosphérique, eh bien, on donne deux explications actuellement, l'inflammation et un éventuel passage des particules. Et alors, les recherches sur les passages de particules, donc les franchissements de barrières, ce sont des recherches très importantes actuellement, qui sont en plein développement à travers donc dans les équipes qui s'intéressent à cette problématique. Recherches souvent à la fois sur les particules atmosphériques fines, ultra fines, et nanoparticules aussi. Nanoparticules intentionnelles, qu'on va retrouver, par exemple, dans les environnements de travail, mais qu'on peut retrouver dans des aérosols, puisqu'on sait qu'il y en a beaucoup dans toutes sortes de produits de consommation courante, et aussi dans l'alimentation. Hein. Là, c'est le passage de la barrière intestinale. Mais le problème, vous m'aviez posé la question des recherches, le problème de passage de barrière pour les nanoparticules est un problème vraiment très important à prendre en considération actuellement pour savoir où elles vont, est-ce qu'elles s'accumulent, est-ce qu'elles ensuite peuvent être à l'origine de pathologies à distance, surtout quand l'exposition se fait sur le long terme. J'ai quasiment terminé. Hein.
Alors là, donc un effet sanitaire à long terme, ça c'est une étude qui a été réalisée entre Vancouver et Mexico, chez des femmes post-mortem, des femmes qui n'avaient pas du tout fumé, qui n'avaient pas été exposées par leur milieu professionnel à une pollution atmosphérique. On a trouvé 10 fois plus de particules dans le parenchyme des femmes exposées à Mexico que dans celui des femmes de Vancouver. Et vous voyez des images de ces femmes, enfin de ces parenchymes pulmonaires à Mexico, ça ressemble à un parenchyme de fumeur. Hein. Vous voyez la quantité de particules accumulées, avec des réactions au niveau des voies aériennes qui ressemblent à ce qu'on trouve chez le fumeur, ou bien chez le mineur quand il est exposé à de fortes quantités de charbon, par exemple. Ça, bien sûr, alors il faut voir que les concentrations moyennes en particules à Mexico, c'est extrêmement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve, c'était à peu près ce qu'il y avait dans les années 50 à Londres, par exemple, hein, dans les épisodes que j'évoquais tout à l'heure. Mais vous voyez, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'effet sur le long terme de ces particules. On le voit à travers ces études. C'est une étude déjà un peu ancienne. Il n'y en a pas beaucoup de ce type qui ont été publiés, mais je trouve qu'elle est très parlante. Hein. Voilà. Alors pour toujours le diesel, bon, les effets cancérigènes que j'évoquais tout à l'heure, il y a des études. Donc il n'y a pas que les études épidémiologiques que j'évoquais chez les travailleurs, parce qu'il n'y a pas d'études en population générale hein, qui permettent de dire le diesel est cancérigène. Hein. C'est uniquement des études chez les travailleurs exposés, et puis des études de mutagénèse, études chez l'animal également, avec parfois d'ailleurs mais à des concentrations très élevées, effectivement. Là, Alors bien sûr, on n'est pas dans les conditions, dans les mêmes conditions que celles qu'on a en milieu environnemental général, hein, dans ces situations-là. Alors, donc, je voulais réévoquer, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'étude AFECOM, hein, donc je ne reviens pas là-dessus, que je trouve très intéressante. Vous demandiez et les seuils, enfin, bon, ce que vous aviez appelé donc la question donc, concernant les seuils, donc la dernière question. Quels sont les seuils des pathologies? Moi, je dirais que, bon, si on reprend l'étude AFECOM, et le seuil, en tout cas pour les PM2,5, qui est donc ces particules ultra fines, qui est celui qui est proposé par l'OMS pour faire baisser de façon importante justement les pathologies associées à la pollution atmosphérique. C'est donc 10 microgrammes par mètre cube. Qui est surtout de niveau moyen, hein, bien vous avez vu les gains d'espérance de vie, puisque c'est donc en termes de mortalité que cette étude européenne a été réalisée. Hein. Le gain d'espérance de vie est tout à fait considérable. Hein. Et c'est dans cette étude qu'on a également donc pris en compte les aspects de coûts économiques de la pollution atmosphérique. Hein. Donc, mais je pense que vous avez vu ça en détail, donc je ne vais pas revenir là-dessus, avec ces données dans lesquelles on a des études, donc les données françaises également. L'autre jour, c'était au début de l'année, je suis allée à Marseille pour une présentation du PNSE 3. Et donc Marseille est la ville quand même, enfin la région marseillaise est la ville donc la région la plus polluée actuellement, tout au moins dans l'étude AFECOM, hein, en niveau moyen. Et donc le gain d'espérance de vie est considérable. Or, on ne fait pas grand-chose à Marseille pour faire baisser cela. Donc j'évoque cet aspect, effectivement, que j'ai évoqué devant le maire adjoint, qui était chargé de cela. Il n'était pas très content, mais c'est la réalité. Donc les niveaux moyens d'exposition en France, je pense que vous en a parlé, c'est quand même pour les PM10, 40 microgrammes par mètre cube, qui est en général respecté, mais c'est quand même beaucoup. Hein, et bien, donc, vous savez qu'il y a les pics de pollution qui sont qui correspondent à la norme applicable depuis 2005 par la Commission européenne, hein, la directive 2008-50 de la Commission, de ne pas dépasser plus de 35 jours par an 50 microgrammes mètre cube pour les PM10. Hein. Eh bien, donc c'est non respecté dans 30% du territoire français, c'est quand même pas mal. Hein.
et donc 15 agglomérations de plus de 100 000 habitants en dépassement en 2010. Donc c'est quand même beau, c'est tout à fait important. Bien sûr, ça a diminué. Il y en avait 26 en 2007, mais on est quand même loin du compte. Et pour les PM2,5, eh bien, elles devraient être encadrées à partir de 2015. Alors, l'encadrement devrait être une valeur limite de 25 microgrammes mètre cube. Donc, vous voyez, on est loin du compte en ce qui concerne la demande de l'OMS qui est de 10 microgrammes mètre cube pour faire baisser de façon importante les impacts sanitaires de la pollution atmosphérique, tout au moins pour les particules. Et donc, on a actuellement en France 40 agglomérations qui dépassaient cette valeur de 15 microgrammes pour les PM2,5 en 2010. Donc, vous voyez, on a encore du travail. Bon, au Conseil de santé publique, nous avons eu un certain nombre de saisines sur cette question. Comme je vous l'ai dit au début, le Haut Conseil, lui, donc, donne des avis de gestion. Et les évaluations de risque étant réalisées par l'ANSES, en France, bien évidemment, par l'ANSES et par l'Institut de veille sanitaire. C'est donc à partir de toutes ces données qu'ensuite nous donnons des avis de gestion. Et dans le rapport qui est de 2012, que vous pouvez trouver sur le site du Haut Conseil de santé publique et qu'on peut vous envoyer, sur la pollution par les particules dans l'air ambiant, donc les objectifs de qualité de l'air en moyenne annuelle, 15 microgrammes mètre cube pour les PM2,5, 25 microgrammes mètre cube pour les PM10, et les seuils d'information en moyenne journalière, ce sont ces seuils qui déclenchent les messages sanitaires que nous avons également élaborés au Conseil de santé publique. Eh bien, donc 30 microgrammes mètre cube pour les PM2,5 et 50 microgrammes mètre cube pour les PM10. Les seuils d'alerte en moyenne journalière, donc 50 microgrammes mètre cube pour les PM2,5 et 80 microgrammes mètre cube pour les PM10. Alors, vous voyez qu'il y a de plus en plus, depuis que ces différents seuils sont devenus réglementaires, ceux qui sont demandés par les directives européennes, par la Commission européenne. Donc, vous voyez qu'il y a de plus en plus de messages d'alerte et de messages d'information et de messages d'alerte. Donc, ça montre bien qu'il y a là une vraie problématique de diminution de ces différents polluants. Et je dirais pour conclure, si on diminue les particules, par exemple, on va diminuer aussi les émissions d'oxyde d'azote, puisque en général, c'est associé. Et on va diminuer la production d'ozone également, puisque c'est à partir essentiellement dans l'atmosphère de ces différents polluants que se forme l'ozone dans des conditions particulières, bien sûr, en absence de vent et quand il y a du soleil. Donc, il faut de toute façon agir sur l'ensemble des polluants, diminuer le niveau moyen des polluants pour obtenir un gain en termes d'espérance d'espérance sanitaire, d'espérance de qualité sanitaire. Voilà. Alors, j'ai peut-être été un petit peu... Je vous ai dit beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions à travers cet exposé. Pardon, je vous remercie pour votre exposé. Je voulais éventuellement, on a peut-être deux petites minutes, à Madame Roland-Golan. Quel est le calendrier de réponse à la saisine du ministère de la Santé et de l'Écologie sur l'identification des seuils? Est-ce que vous avez une réponse ou pas sur ce sujet? Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous avez une réponse sur le calendrier de réponse ou pas du tout? Je n'ai pas compris de quelle saisine, en fait, vous parliez, désolé. C'est sur votre compétence. La dernière interrogation, justement, du ministère de l'Écologie sur le CFCSP. Non, ça vous dit rien? On n'a pas été saisi par le ministère non, vous avez pas été... sur la question des particules. La dernière saisine qu'on a reçue, c'était sur les messages sanitaires à produire et à diffuser à la population en cas de dépassement des seuils pour les polluants. D'accord. Oui, tout à fait. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas connaissance de cette saisine encore. Je vous remercie.
Dans la saisine que j'évoquais tout à l'heure, c'était celle donc qui vient d'arriver, celle qui concerne les objectifs, dans lesquels il y aura sans doute des choses sur la pollution atmosphérique, hein, mais c'est beaucoup plus large. C'est les indicateurs donc associés au PNSE 3, donc avec une vision beaucoup plus large des choses, hein. Si vous, encore 2 petites minutes. Au tout début de votre exposé, vous avez insisté justement sur l'impact de l'effet cocktail sur les cancers. Est-ce que, d'une manière générale, c'est un sujet sur lequel notamment on a demandé des... On sait que l'évaluation de l'effet cocktail n'est absolument pas pris en compte. Est-ce que vous pensez que pour les années futures, c'est un sujet qui va venir de manière plus récurrente sur la place publique en termes de recherche, ou c'est quelque chose qui est tellement complexe qu'on évite de manière certaine, puisque souvent on a posé cette question autour de l'effet cocktail, on n'a jamais vraiment de réponse compte tenu de la difficulté du sujet. Alors, l'effet cocktail dans le PNSE 3, on le prend vraiment au contraire, on a posé ce problème de façon très précise à travers un concept qui est celui de l'exposome, hein. L'exposome, c'est vraiment derrière l'exposome, il y a l'effet cocktail, hein, puisque on va prendre en considération qu'un individu, il est soumis donc à un ensemble de polluants environnementaux, et pas seulement d'ailleurs des polluants chimiques, mais aussi il y a aussi des effets donc, des effets physiques, par exemple avec les ondes électromagnétiques et autres, et biologiques. Donc c'est cet ensemble qu'il faudrait prendre en considération si on veut avoir une vision plus claire de l'impact de l'environnement sur la santé. Et donc ce concept d'exposome, de façon intéressante à mon avis, il a été mis en avant en particulier par le directeur général du Centre international de recherche sur le cancer, Christopher Wild, parce que c'est en grande partie à travers ça qu'on pourrait peut-être expliquer l'émergence donc et l'augmentation de certains cancers actuellement. Alors, la pollution atmosphérique dans tout cela, c'est un des éléments, bien évidemment, hein. Vous avez dans le concept d'exposome ce qui vient par l'alimentation, ce qui vient par les produits de la vie courante, par les cosmétiques aussi, hein, qu'il ne faut pas oublier, et par le milieu de travail, hein, puisqu'un individu, il passe un certain temps, même un temps certain, en milieu de travail, et puis le reste du temps à l'extérieur, en milieu intérieur aussi. Donc c'est difficile à prendre en considération. Ça va être un des objectifs actuels du PNSE 3 en ce qui concerne la recherche. Donc voir comment, à travers une approche pluridisciplinaire, on va pouvoir... donc, trouver des indicateurs pour mesurer cet effet cocktail. Alors, ça passe par des études expérimentales, hein, de laboratoire, où c'est déjà commencé, hein. Vous avez de nombreuses équipes à travers le monde qui travaillent sur des mélanges. D'ailleurs, quand on travaille sur les particules atmosphériques, on travaille sur des cocktails. Je crois que j'ai bien expliqué ça, hein. C'est un mélange, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir quelle est leur composition et d'où elles viennent pour pouvoir ensuite déterminer quelles sont les meilleures actions à prendre en considération pour diminuer les sources les plus embêtantes, hein. Donc nous avons été quelques-uns à vouloir que ce concept soit pris en compte dans le PNSE 3. Il est d'ailleurs aussi pris en compte dans la loi de santé à cause de cette nécessité de considérer les effets cocktails. Et puis, dans ce concept, il y a aussi un autre point qui est très important que j'ai évoqué, c'était les périodes déterminantes de la vie où des expositions à des effets plus importants que d'autres. Alors, il y a bien sûr la vie fétale, hein, qui est importante, y compris pour la pollution atmosphérique, hein, et pas seulement pour les perturbateurs endocriniens, mais il y a aussi la toute petite enfance, et là, il y a donc les malades, enfin tout cela. Donc tout cela, c'est pris en considération dans cette notion d'exposome. Et voilà ce que je peux vous répondre.
Je vous remercie infiniment de votre exposé et de votre disponibilité. Je vous remercie.